Et oui, l'arbitrage, on en parle. Jacques-Henri Hérault doit avoir les oreilles qui sifflent. Il a fait une sortie sur l'arbitrage. On lui ressort à peu près toutes les semaines. Parce que voilà, sur tous les faits de jeu, c'est à chaque fois Jacques-Henri Hérault qui est incriminé avec sa déclaration où il avait répondu un peu en donnant les faits sur le nombre de pénaltys sifflés entre Lyon et Marseille. Depuis, comme c'est tourné, on va dire en faveur de l'Olympique de Marseille, l'OM a eu plus de pénaltys sifflés que Lyon depuis. Forcément, ça fait polémique et on se dit que c'est lui qui a inversé la tendance au point que Eric Carrière a dû, pendant le match de l'OM hier, de Lyon, préciser que les arbitres ne pensaient pas au président de l'OM au moment de siffler ou non un pénalty. Ça semble évident, mais sur le coup, c'est vrai que ça semblait utile aussi de le préciser. Je vous fais une partie là-dessus parce que regardez, c'était l'équipe du jour. Alors, c'est pas le besoin de pointer un confrère ou autre, mais c'est je trouve assez révélateur d'un climat. Voilà, c'est l'intertitre de l'article du jour de Lyon, sur Lyon dans l'équipe. Bon courage à l'arbitre d'OM-OL. Voilà. Donc je voudrais avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer quelque chose de totalement fou et on va arriver à un match fin mars où on avait déjà connu un sommet un peu fou et très frustrant pour l'OM. Contre Lyon, c'était l'année de Bielsa, vous vous en souvenez, avec ce but d'Ocampos qui était rentré mais qui n'a pas été validé par l'arbitre. Claude, toi qui connais bien ces climats et cette ambiance-là, est-ce qu'on n'est pas déjà, avec ce genre de petites allusions, en train de créer quelque chose de totalement fou pour le mois de mars ? Alors effectivement, oui, c'est exacerbé en ce moment, mais c'est pas une nouveauté. Ça a toujours été. Je veux dire, le président Aulas, tu le faisais très justement remarquer, Francis, dans tes propos tout à l'heure. C'est Machiavel, c'est un phénomène. C'est quelqu'un. Je vais peut-être faire dresser les cheveux sur la tête des Marseillais, mais c'est un grand président. Il est très intelligent. Il est machiavélique. Il sait très bien comment manœuvrer. Il sait très bien comment manœuvrer pour arriver à ses fins. Donc c'est pas la première fois qu'il fait des sorties comme ça, un petit peu sur l'arbitrage, en se plaignant. Quand l'arbitrage lui est favorable, on entend déjà beaucoup moins. Là, hier, il est allé nous chercher une histoire que M. Delerue avait déjà fait un match à Caen. Alors, il revient des années antédiluviennes qui vont lui donner raison. On va l'écouter, on va voir sa réaction juste après le match. C'était dans le Canal Football Club, dans le débrief de la rencontre. Déjà avec M. Le Texier à Bordeaux, je lui avais dit directement après les 45 minutes d'attente qui sont quelquefois 30, mais là c'était 45, qu'en fait on était souvent victime aussi, eux comme nous, je dirais d'une certaine forme d'arbitraire où on impose la nomination d'un certain nombre d'arbitres. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui l'arbitre, M. Delerue qui était là, était le mieux placé pour arbitrer ce match. Il y avait eu un certain nombre d'incidents à Caen au match aller. Ils sont plutôt bons, nos arbitres. Bon, quelquefois, ils font des erreurs. Et puis, quelquefois, ils sont conditionnés pour ne pas voir des choses évidentes. Donc, c'est pas eux qui sont responsables. Voilà, donc c'est pas les arbitres qui sont responsables, ils sont conditionnés. On comprend un peu qu'ils visent, par exemple, Jacques-Henri Hérault et ses déclarations dans la presse. Non, mais en fait, l'arbitre qui est bien pour lui, c'est celui qui le fait gagner, quoi. Il veut pas le Texier, il veut pas Delerue, en fait, il veut que Romain Herring, quoi, comme arbitre. C'est celui qui le fait gagner, quoi. Et puis, comme il est très fort en communication et qu'il est très près quand même à la Fédé, puisqu'il est au conseil de la Fédé, au COMEX de la Fédé, il est tout à côté de M. Garibian. Faites-lui confiance, si vous voulez, que même si on dit que les arbitres, etc., mais il sait mettre la pression quand il faut, quoi. Moi, ça fait 25 ans que je le pratique, puisque c'est un très très vieux président, hein, et il a toujours œuvré de la même manière, c'est-à-dire pour essayer de manipuler les arbitres. Et il y est arrivé très 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 souvent, parce que c'est vrai aussi que les arbitres, quand ils rentrent sur le terrain, on peut dire ce qu'on veut, ils ont quand même une certaine pression par rapport à ce qui a été dit tout au long de la semaine, quoi. Voilà. Donc là, ce que j'ai envie de vous poser comme question, Claude, tu as vu des présidents de l'Olympique de Marseille vouloir justement un peu rentrer dans la cour d'Aulas et se brûler les doigts. On pense notamment à Vincent Labrune. Est-ce que on peut rivaliser avec ce Machiavel? Est-ce que c'est pas un jeu dangereux finalement que d'essayer de... Alors oui, c'est dangereux. Comme tu viens de le dire, oui, Vincent Labrune n'était pas du calibre de M. Aulas, c'est loin de là. Il était même en dessous et bien en dessous. En ce qui concerne moi, M. Dacier, lui, que j'ai connu, n'essayait pas de rentrer dans ce jeu-là. Pourtant, il maîtrisait bien les médias, hein, il en venait. Le seul qui pouvait lui tenir tête, et tout le monde le sait, c'est Pape.
Pape, son charisme, son intelligence, sa clairvoyance faisaient de lui quelqu'un de très efficace dans ce domaine-là. Mais j'avais pourtant du mal à lui demander de venir saluer les arbitres. Il voulait pas rentrer dans le vestiaire arbitre et ne tenait pas à saluer les arbitres. Autant M. Laboul, il y campait dans le vestiaire arbitre, il y a invité Jean-Jacques Bourdin, mais honnêtement, non, voilà. Non, je pense que on est en train de sortir, c'est de l'extra football, on est en train de sortir du carré vert, c'est un peu dommageable. Maintenant, si les gens pensent que ça rapporte sincèrement des points, moi, j'en suis pas aussi sûr, parce que bon, j'ai eu la chance avant d'avoir des fonctions à l'Olympique de Marseille, j'ai un petit peu arbitré à un certain niveau, j'ai eu aussi un peu de pression sur certains matchs, j'ai fait des matchs à Lyon, contre le Paris Saint-Germain notamment, avec un Fernandez d'un côté et un autre entraîneur aussi connu sur Lyon à l'époque. Avec moustache, c'est ça? Non, c'était pas Domenech, c'était, ça me revient plus, mais Ouillet, ça. Non, c'était pas Ouillet. Bon, ça, c'est peu importe. C'était très chaud déjà. C'était vraiment très chaud. Mais bon, je veux dire par là que quand on rentre sur un terrain, je peux vous assurer que les arbitres, et pourtant ils sont pas, ils ont tout reproche en ce moment, mais ils pensent pas à tout ça. Franchement, il a dit Eric Carrière hier, il pense pas au président de l'Olympique de Marseille quand ça va tellement vite que des fois on sait même pas le numéro de la personne qui a fait la faute. On voit même pas la personne. On ne dit pas, tiens, c'est Rami qui a fait une faute, c'est à ma vie, on ne sait pas. Non, mais sur ça, oui, sur ça, je te donne entièrement raison. Mais sur une équipe comme Lyon, où on répète sans cesse, et nous, on l'a fait longuement sur ce plateau, que tous les pénaltys qu'ils avaient, il y en avait 1 sur 2 qui étaient justifiés, et quand c'est dit par la presse, qui s'est répété, etc., moi je me dis, peut-être que même inconsciemment, l'arbitre, quand il arbitre Lyon, il se dit est-ce que je vais à la première action s'il hésite, je pense qu'il va peut-être pas siffler en se disant, si je siffle alors qu'il n'y a pas pénalty, on va encore dire qu'on a sifflé un pénalty pour Lyon. S'il est flagrant, il devrait siffler. Après, il y a quelque chose qu'il faut que vous preniez en compte, c'est que les arbitres, c'est la 23e équipe, la 21e équipe du championnat de France. Pourquoi? Parce que à tous les matchs, il y a un contrôleur. Il y a quelqu'un qui est là pour venir un peu se rendre compte de la qualité de la prestation de l'arbitre et qui va donner non plus une note, parce que ça ne se donne plus avec les notes, ça aussi c'est le système. M. Garibien et Geoffroy qui viennent nous expliquer comment il fait pour classer les arbitres sans les noter. Donc après on me dira que c'est pas la tête du client, mais bon, j'ai un peu de doute. C'est spécial. Oui, c'est très spécial. Il y a des gars qui étaient en division d'honneur il y a 2 ans qui se retrouvent internationaux. Bon, faut m'expliquer quoi, je veux dire. Alors que les Bata, les Vestiaires et les Leduc, sans sortir du chemin, sont devenus très bons aux alentours des 39 ans, 38 ans, alors qu'ils allaient jusqu'à 45. Bon, ça c'est un autre problème. Mais bon, ils sont quand même là pour, on va dire, s'assurer de la bonne prestation. Et si demain après-demain le gars il tombe dans les travers, il va en payer le prix. Il va en payer le prix très cher. Donc il va se retrouver avec une mauvaise appréciation, pas une mauvaise note, mais une mauvaise appréciation. Et s'il a la malchance de faire 2 ou 3 fois Lyon et qu'il se trompe 2 ou 3 fois, dans un sens ou dans l'autre, il va le payer très cher quant à son classement, quoi. Non, mais s'il se trompe dans le sens de l'Olympique lyonnais, Aulas fera le nécessaire pour dire qu'il avait bien arbitré ce jour-là. Alors c'est encore plus grave, c'est encore plus profond. Ça veut dire que M. Garibien, non seulement il n'est pas bon dans ses désignations, il n'est pas bon pour disons, défendre l'arbitrage français au niveau international, mais en plus il se laisse manipuler, c'est grave. Stéphane, est-ce que quelque part le signal envoyé, puisque là ce qu'on nous raconte sur qui est très intéressant d'ailleurs, merci Claude pour ce témoignage, mais qui nous montre un peu le fonctionnement des instances arbitrales en France, est-ce qu'on n'en a pas eu de toute façon un beau symbole avec l'affaire Tony Chaperon, auquel, alors qu'on se doit de montrer l'exemple derrière pour les acteurs et faire preuve de fermeté, on lui laisse quand même des matchs avec sursis, donc pour un arbitre, un sursis pour un arbitre, c'est quand même un concept assez révolutionnaire, et histoire de le faire revenir faire entre guillemets un dernier match. Donc ça montre quelque part que c'est des arrangements entre amis déjà, et c'est un signal envoyé de manière globale terrible. Mais je crois que c'est là toute la vraie question du problème d'arbitrage en France, c'est qu'il faut un jour ou l'autre mettre en cause la compétence de la direction technique de l'arbitrage, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de résultat. On note tous, et là je pars pas dans les thèses, on va dire, d'influence. Je suis pas en train de dire, même s'il y en a, parce qu'il est indiscutable, je crois que même les Lyonnais diront que Jean-Michel Aulas est très fort parce qu'il arrive à influencer certains arbitres, mais très habilement, très adroitement. On pense pas du tout à des pots de vin ou quoi que ce soit, c'est très adroit. Et d'ailleurs je tiens à dire que Jacques-Henri Hérault a été très adroit dans sa communication
par rapport à l'arbitrage, il a réussi à influer. Mais si tu arrives à influer sur le comportement des arbitres par des sorties médiatiques telles que celle-là, c'est qu'on est en échec total sur la gestion, la formation et la création des arbitres dans notre pays. Aujourd'hui, on est à un niveau d'incompétence qu'on connaissait pas par le passé. Je me souviens de certains arbitres Vautreau que vous connaissez parfaitement, Wurtz, c'est des mecs qui étaient pas des athlètes. C'était pas des athlètes. Aujourd'hui, dans l'arbitrage français, on cherche des athlètes de haut niveau, les mecs qui sont capables de courir des marathons. Par contre, au niveau psychologique, au niveau pédagogique, au niveau de la prise en compte de l'ensemble des éléments autour du match, je crois qu'il y a un vrai déficit. Et on va se tourner, excusez-moi, je termine. Il y a un déficit d'ego, oui, aussi. Ouais. Voilà, il y a un déficit de personnalité, d'ego, de charisme. Et on va se tourner naturellement dans les années à venir, parce que ce sera notre seule solution, vers un arbitrage étranger. C'est aujourd'hui, enfin il y a des accords qui ont été passés là aujourd'hui, je crois d'ailleurs, pour un match en France qui sera Caen-Rennes, où on a un arbitre suisse qui va venir l'arbitrer et on a des arbitres français qui vont aller arbitrer en Suisse. Il y a Colina, je crois, qui était venu il y a 15 ans, 20 ans. Mais quelque part, est-ce que c'est pas là le gage de au moins, alors je dis pas de la compétence, parce que je sais pas s'ils sont meilleurs en Italie ou en Espagne qu'en France, j'en sais rien, mais au moins de l'impartialité. C'est vrai, ce que disait, c'est un témoignage aussi, Francis, donné par Dimitri Payet il y a une semaine dans l'équipe, une semaine ou deux, où il expliquait qu'en Angleterre, et Dieu sait qu'il y a des erreurs aussi en Angleterre et que les conséquences sont d'autant plus dramatiques, c'est un championnat où il y a beaucoup plus d'argent, mais pour autant, les arbitres, de par leur attitude, et ça parle beaucoup plus avec les joueurs, ça communique beaucoup plus, il y a pas ce désamour qu'on a en France, où on voit, c'est vrai, l'attitude de certains arbitres. On se souvient de l'attitude de je sais plus quel arbitre quand Zlatan avait mis un triplé qui refusait de lui donner le ballon, enfin voilà, c'était vraiment, on est totalement dans les... Chaperon a complètement pété les plombs. Non, mais je crois qu'il y a deux choses. La première, un petit peu à leur décharge, il faut dire que l'époque de Wurtz, l'époque de Vautreau, c'est pas l'époque d'aujourd'hui sur le plan de la médiatisation. Donc ils n'avaient pas du tout le même poids. Les primes sont peut-être plus élevées aujourd'hui. Comment ? Les primes d'arbitrage sont peut-être plus élevées aujourd'hui. Tout à fait, parce qu'elles sont assez conséquentes, quoi. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les arbitres, enfin aujourd'hui, depuis quelques années déjà, les arbitres se sont cantonnés à être plus des shérifs que des communicants, parce que, pour revenir à la qualité de Wurtz, sa spécialité, c'était de pouvoir discuter avec le joueur et d'aller voir même les entraîneurs et de dire, attention, si vous ne le sortez pas, il va prendre un rouge. Donc on était dans la vraie relation. Et je crois que ça, ils l'ont totalement oublié aujourd'hui, les arbitres, parce qu'ils sont syndiqués, préparés, et on privilégie surtout l'aspect physique des arbitres maintenant et pas l'aspect psychologique. Tu rejoins donc ce que disait Stéphanie Guimont, qui nous laisse un message sur Twitter. Je vous rappelle que vous pouvez communiquer avec nous en direct. Il y aura bien sûr la partie des questions-réponses à toute fin de l'émission, mais n'attendez pas, donnez-nous dès maintenant votre avis, votre ressenti sur les sujets. Guimont sur Twitter, donc il y a Facebook, Twitter et le forum. Je sais que tu as Twitter. Moi j'ai un exemple précis sur les joueurs et Aulas, les deux. C'est-à-dire que chaque fois que Lens jouait, on savait que Aulas avait fait la pression contre notre ami Cyril Roll. Pour essayer de le faire sortir. Chaque fois, je l'ai même attrapé dans les vestiaires des arbitres en mi-temps, en train de dire aux arbitres que Cyril avait mis une gifle dans le couloir. Entre parenthèses, ce qui était vrai. Dans le couloir. Quelle mauvaise réputation on fait à ce bon Cyril Roll. Pour le faire sortir, quoi. Je veux dire, voilà, ça veut dire que les préjugés des arbitres, des garçons comme Cyril, et il y en a d'autres, les arbitres ont des préjugés dessus. Et puis dès qu'il y a le bouton, on appuie. Hein. Pas trop d'accord avec toi là-dessus. Enfin, si tu veux, on n'a pas de préjugés sur les joueurs. On connaît les joueurs. On sait qu'un Cyril Roll, c'est pas le plus calme de tous. Voilà, il y a des gens plus calmes que lui. Donc, hein. C'est un garçon attachant au demeurant, mais c'est pas le plus calme de tous. Après, on faisait, si vous me permettez, on faisait 3 catégories. On faisait les pleureuses. On peut dire des gros mots à l'antenne ou pas ? Les putes et les tueurs. Alors en fait les pleureuses c'est ceux qui toutes les 5 secondes venaient vous voir en me disant ouais vous avez pas vu c'est corner, c'est si maintenant il y avait coup franc pour moi et là vous avez pas vu il a tiré. Ça c'était les pleureuses. Rémi Cabella, on t'embrasse, je pense que tu rentres dans cette catégorie. Voilà, les tueurs c'était les casseurs, c'était les Boissier, les Courbis, tous les gars qui discutaient pas mais alors qui envoyaient la sauce et ils cherchaient pas à comprendre. Les rôles par exemple. Et puis après il y avait des artistes hein, et ceux-là il fallait les protéger hein, les gars qui jouent au ballon il faut les protéger. Donc on avait pour répondre à la question de Guimont, il n'y a pas de préjugés mais on arrive
par la force des choses, à mettre certains joueurs dans certaines cases. De les avoir classés, c'est déjà un peu déprotégé. Non, mais on s'attend pas à autre chose de leur comportement. Donc on sait comment ça va fonctionner. Après, pour en revenir, je me permets de rebondir 2 secondes sur le problème de communication. Et alors Fekir, on le met dans quoi? Voilà, tiens, dans les 3. On va voir. Dans les 3, lui, il est commun, c'est un casse-couille. Il fait un peu la pute de temps en temps et c'est un grand joueur. Eh ben, on va voir là, tiens, son dernier fait d'art, parce qu'il y a ce penalty qui était évidemment justifié, mais regardez aussi voilà, avec le sous-titrage de J+1 comment il va s'en prendre à l'arbitre de touche. Vous allez le voir de suite. Alors pour un tel comportement, il y a des joueurs qui prennent des matchs. Je crois que c'était le même arbitre qui avait expulsé Ruffier, vous vous souvenez, qui avait pris 4 matchs de suspension. Donc là on va voir combien on prend Fekir, mais manifestement il n'en prendra pas. Il n'en prendra pas du tout même. Est-ce que voilà, il y a des joueurs comme ça qui peuvent passer entre les gouttes? Il est international, il le sait. Il est un peu la star de l'équipe, il en profite. Et puis il espère faire de l'esbrouf avec ce statut là qu'il a. Voilà, non, mais ce que je crois quand même, là on passe à la commission de discipline, ce qui est une deuxième instance. Hein. La commission de discipline, elle regarde surtout un peu le CV des joueurs. Quand il y a des joueurs qui arrivent, qui ont 4 rouges depuis le début de la saison, il a des difficultés à exprimer son innocence, quoi. Yannick Cahuzac, on t'embrasse, on pense à toi. Voilà, ça te concerne peut-être. Et donc si il s'avère que c'est un joueur qui a un carton jaune ou 2, les gens sont plus cléments et ont tendance quand même à tendre la main et à donner une chance supplémentaire, quoi. Après, il y a des règles, des fois c'est 2 matchs, 3 matchs. Il y a un barème disciplinaire. Après, il devrait y avoir aussi des principes. Je veux dire, moi je me souviens quand je joue au foot, bon ça commence à remonter un petit peu, hein, mais j'avais pas le droit de toucher l'arbitre. C'était Wurtz qui t'arbitrait à l'époque. Ouais, c'est ça. Mais j'avais pas le droit de toucher l'arbitre. Pour moi, toucher l'arbitre, c'est déjà une frontière de passer. Dès l'instant où il y a contact avec l'arbitre, et il y a contact avec l'arbitre, parce que quand il lui balance les mains comme ça, pour moi, ça doit être sanctionné. Mais c'est là que tu touches du doigt à quelque chose, parce que depuis tout à l'heure, on critique beaucoup les arbitres. Moi, ce qui m'embête un petit peu aujourd'hui, c'est que dans le foot moderne, et là on a vu Fekir, mais quand tu vois, alors on va dire que je suis anti-parisien forcément en disant ça, mais quand tu vois les matchs de Paris, à chaque fois qu'il y a un coup de sifflet contre eux, ils sont tous sur l'arbitre, mais l'arbitre il se retrouve impuissant, il peut pas, on rêverait qu'il fasse rouge, mais il peut pas, donc il se retrouve à rien faire, à force de lui mettre la pression tout le temps, ils sont dans une situation, pour moi je me mets à leur place, ils peuvent pas arbitrer correctement. Il y a tout le long du match, les joueurs qui sont autour de deux à leur mettre une pression de dingue. Ils sont désavoués aussi au plus haut. On se souvient de la phrase de Thierry, sorry for this terrible arbitrage qu'il avait sorti. Le président va dans les vestiaires à la mi-temps aussi. Bah maintenant c'est interdit, il y a des temps à respecter. Mais je voudrais juste en 2 phrases, juste un petit truc. Tu parlais de communication, ça fait très longtemps que j'en parle. En France, on a toujours favorisé les valeurs aux critères. On a fait les critères aux valeurs, pardon, excusez-moi. On a fait un cahier des charges, l'arbitre devait correspondre aux critères, alors au cahier des charges. Mais on n'a jamais pris en compte la vraie valeur des gens. La valeur psychologique, la sensibilité. On est tous été arbitrés à haut niveau, mais on n'a pas la même sensibilité, on n'a pas la même manière de voir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, rapidement, c'est la communication. On nous empêche de communiquer. Je le dis haut et fort. La DTA, maintenant, la direction technique de l'arbitrage, empêche les arbitres de communiquer. Elle ne veut pas qu'ils fassent des petits points de presse après pour discuter. Non, ils se gardent le monopole de la parole. Ils veulent que ça soit feutré. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et surtout, je leur dis, les gars, communiquez avec les joueurs sur le terrain. Expliquez vos décisions. Ça ne veut pas dire se justifier, ça veut dire expliquer. Voilà. Viens me voir, viens Romain, voilà, ça fait 3 fois, je te l'ai dit là-bas, je te l'ai dit ici, tu continues, il faut qu'on s'arrête. Ça je l'ai souvent entendu. Voilà. Donc ça peut être une manière de rentrer vraiment dans la famille du football. Nous, on a toujours demandé à être rentré dans la famille du football, Francis tu le sais, et on n'a jamais fait l'effort pour y rentrer. On s'est toujours considéré comme étant, maintenant on ne peut plus parler aux arbitres, vous ne pouvez plus leur parler, c'est fini. Vous allez leur dire, non, vous n'avez rien à me dire, avec la main, on vous fait signe de dégager, et on ne peut plus discuter.
Très bien, merci Claude. Ça valait le coup de prendre un peu le point. On nous a beaucoup demandé de parler de l'arbitrage, mais on l'a fait en fond en proposant un peu des solutions et en mettant le doigt sur ce qui n'allait pas. On revient à l'Olympique de Marseille, à l'équipe de l'Olympique de Marseille avec un poste qui est tout chamboulé, c'est celui de gardien de but.